Ok, donc c'est parti. Donc suite à cette pause Coupe du Monde, tu sais finalement ça, si on regarde le délai là, je suis parti en vacances, Coupe du Monde qui commence, puis là on reprend, puis c'est yes. Donc en fait on avait vu, on avait fini la dernière session sur les tâches planifiées qu'il me reste encore à écrire là, que je suis pas revenu là-dessus encore pendant mes vacances. J'ai plutôt préféré préparer la formation d'aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir principalement la compréhension de la gestion des ressources au terme des processus, et on va voir aussi l'utilisation des signaux sous Linux. En fait, faut juste passer par là, mais je dirais, on va voir tranquillement la question des processus. Il y a des choses qu'on a déjà vues, il y en a des choses qu'on va revoir. Bon, je vais pas nécessairement m'attarder énormément là-dessus. Ce que je veux vraiment faire, c'est plutôt comment prioriser les processus, mais on va juste revoir les processus pour commencer. Donc, ce qu'on avait vu lors des processus, c'était, bon, ils avaient tous un numéro, un PID, donc le PID, le Process Identifier, et ils ont tous un parent, qu'on avait vu, donc ils découlent tous de quelqu'un. Et quand on avait vu, quand l'initialisation du système se faisait, donc après le BIOS, le grub, le initRD, la première chose qui démarrait, c'était le processus init. On avait vu qu'il y avait deux types. Il y avait le système 5 et Upstart sous Ubuntu. Donc on avait vu grosso modo les deux fonctionnements, et j'avais parlé que le futur qui s'en vient, c'est systemd qui doit déjà d'ailleurs, Red Hat 7 est sorti, je pense qu'il est intégré, mais là je pense, là il faudrait juste que je vérifie là, qui est en fait l'avenir, mais le concept il reste le même. J'ai le PID 1 qui est le premier processus qui initialise, et en fait c'est sûr que tous les processus ils ont au moins un PID, un PPID, donc un process qui est au moins init ou un autre. Donc init, lui, c'est le seul qui n'en a pas. Donc on avait vu la commande PS pour visualiser les processus. Donc ça on avait déjà eu l'occasion. On avait même joué un petit peu avec les cotes, les grep, les tr, etc. pour faire un petit peu de manipulation du output. Donc je m'attarderai pas énormément là-dessus, mais donc c'était surtout pour le visualiser. Ce qui est entre crochets, donc les processus entre crochets, c'est des processus kernel, donc c'est pas des processus utilisateurs, donc c'est vraiment le noyau qui utilise le userland, l'espace utilisateur, pour lancer des processus. D'ailleurs on en voit. Ok, je vais piper ça dans l'S. Oups, j'ai pas mis mon clavier en canadien. Hop. LS. Donc là on en voit plusieurs. Migration, le kernel worker, le ATA pour l'accès au disque. Bon, j'ai pas d'MD. Donc tout ça c'est vraiment au niveau des processus qui sont purement kernel à l'intérieur. Donc ceux qui nous intéressent, ce seraient les autres, qui sont des services ou des processus, si on peut dire, plus réels, là. Bien que les autres le sont aussi, là, mais on voit d'ailleurs qu'ils sont tous démarrés par le root, ceux qui sont les crochets. C'est rare qu'on va être amené à les manipuler, là, mais ça se pourrait aussi quand même. Bon là, je reviendrai pas là. Bon, la signification des différentes colonnes, là. Ce qui est surtout important, c'est regarde le PID, le PPID, donc 0 quand c'est le init, vu qu'il en a pas. Quel moment il a été démarré, un TTY, donc le terminal dans lequel il a été lancé. Donc si je le lance dans mon bash, on avait vu que si j'utilisais la commande TTY, j'ai le nom de mon process. Donc maintenant si je démarre un processus, je sais pas, moi je peux faire moi d'ailleurs on en voit mon PS qui est là. Hop, le PSAUX que j'avais fait, ou alors même mon processus bash, il est du DTY, donc mon PTS 0. Donc on peut faire l'association de où ça a été démarré. Bien entendu, il y en a qui n'ont pas de TTY, donc tout ce qui est les services, donc là on voit le cron, mais Apache ou etc. vont pas nécessairement avoir de TTY associé, donc de terminaux avec, que ce soit des vrais ou des faux terminaux. Donc l'heure où ça a été, ça fait combien de temps que ça roule, et la commande en elle-même.
Ça va? L'option "-U" avec juste le nom du user pour voir juste ce qui a trait à l'utilisateur. Moi, j'avoue que c'est assez rare. Moi, je vais plutôt faire un PS, puis je vais grepper avec le nom du user, là, dans la réalité de tous les jours, là, mais c'est juste par habitude. Par contre, ce qu'on n'avait pas vu, ou peut-être on l'a vu et je m'en rappelle juste plus, c'est PS3 qui nous permet d'avoir une visualisation plus épurée, si on peut dire, donc avec l'ensemble de la hiérarchie des processus. Donc ça peut être intéressant quand tu veux voir, ok, bon, il a démarré le bash, mais il a démarré quoi d'autres applications en arrière, qu'est-ce qui découle, etc. Donc c'est sûr que tu n'as pas tous les arguments, mais comme on voit donc dans l'affichage ici, au niveau de mon SSH, bon là j'ai le process parent SSH qui en a démarré d'autres, il y a le bash et à la fin j'ai lancé la commande PS3 qui est là. Donc on voit au moins la hiérarchie entre le process parent et l'enfant. Je dois d'ailleurs, si je regarde sur ma machine en elle-même ici, vu que j'ai plus de processus, je suis un PS3, je dois en avoir pas mal plus. Ouais, c'est sûr que si tu n'écris pas la bonne chose. Alors là, on voit déjà, j'ai beaucoup plus à partir de l'ItendDM qui est donc l'interface pour se loguer, une interface graphique d'authentification. Il a démarré le Xorg pour faire l'interface graphique. Donc le X. Là il a reparti un autre process, le init, et là on voit ma session GNOME vu que j'utilise l'interface GNOME ici, j'utilise pas Unity, là, il pourrait en avoir d'autres, ça pourrait être Enlightenment, KDE ou peu importe. Là on voit mon Firefox qui doit être là, il doit en avoir un autre. Donc au moins, tout ça pour dire qu'on voit l'interaction entre les différents processus, entre le parent, qui a démarré quoi par la suite. Sur un serveur, il y a toujours moins de process, comme on peut le voir quand je le fais ici. Ok, c'est beaucoup moins de choses, il y a pas toute l'interface graphique, toutes les petites bébelles là, qui démarrent alentour. Puis comme on peut voir, il réduit en fait l'affichage, comme ici on voit même le Getty, il y en a 6, donc il met juste 6 fois Getty, alors qu'ils ont tous des paramètres différents dans la pratique. Là. Getty, on voit qu'ils sont démarrés sur chacun des TTY. TTY en argument 4, 5, 2, etc. C'est bon? Avec la commande PS, ça je suis sûr qu'on ne l'avait pas vu, il y a possibilité d'ajuster l'affichage pour avoir uniquement de l'information qu'on désirait, comme la mémoire et le CPU utilisés par les processus. Donc ça va me permettre, puis là on se rappelle que je pourrais faire un sort de mon résultat avec, je pourrais piper ça, sorter ça en numérique et aller choisir ma colonne appropriée. Excusez, je vais noter un exercice. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est ça. Et comme toujours, je fais un cours d'exercice. C'est pour ça que j'utilise VI. Exo. Et profitez pendant que j'y pense. PS. Oui. Je t'écoute, Christian. Hein? Ah, merci. Okay. Donc ça c'est intéressant, surtout quand on veut savoir c'est quel processus qui prend de la mémoire, c'est quel, puis le voir donc l'avoir en affichage. Donc puis après ça peut être manipulable. C'est sûr que c'est un one shot, donc je lance ma commande, je tape le résultat. Bien sûr il va falloir que je fasse le sudo pour que j'ai l'information pour l'ensemble des processus, mais c'est un one shot, donc je le roule à midi. Peut-être à midi 5 c'est plus la même chose, donc j'ai pas un affichage live du résultat.
Pour ça, je vais faire donc un écart. Je vais tout de suite parler. On avait vu top. Top pourra être plutôt un idéal pour avoir un affichage constant à toutes les 3 ou 5 secondes. Là, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir ça va être plus interactif là, constamment. On avait d'ailleurs vu HTOP aussi, qui était comme top, on l'avait compilé, là, on se rappelle, là, on avait eu du plaisir. Là. Donc HTOP, là, là, on avait à ce moment-là, d'ailleurs, je dois encore l'avoir. HTOP, il n'est pas dans mon path, vu qu'on l'avait compilé. Local bin HTOP. Je sais plus où je l'ai mis. HTOP, il doit être encore dans mon home, ouais. HTOP. Sinon on avait HTOP avec un peu plus de couleurs, donc un affichage différent, mais grosso modo le même résultat. Okay, donc l'avantage c'est que j'ai quelque chose de dynamique, je suis pas obligé de tout le temps rerouler ma commande pour pouvoir voir l'affichage, et là je vais avoir de l'information différente, mais je vais avoir le CPU, la mémoire aussi pour le processus, et avec la touche espace ça va me permettre de mettre à jour sans attendre les 3 secondes ou 5 secondes qui se met par défaut. Okay. Je vais revenir sur top dans quelques instants. C'est bon? Ok. Ok. On peut réussir à récolter de l'information sur les processus. Chaque processus a il y a un /proc, donc un répertoire, mais c'est un répertoire, un pseudo system file qui nous permet d'avoir de l'information sur les processus. Chaque processus est représenté à l'intérieur. Si je regarde, si je fais /proc, il y a d'autres informations comme le CPU info, etc. Donc le kernel aussi utilise ça pour mettre de l'information à l'intérieur. Mais si on regarde au début, j'ai une liste de numéros et en fait il réfère au numéro du processus. Donc si je prends, peu importe, par exemple mon bash, si on regarde, j'ai le numéro de process 1062. Si je regarde ici donc dans /proc, je vais avoir 1062 qui est là. Et à ce moment-là, pour chaque processus, j'ai son numéro. En fait, c'est créé. Il complète l'information et quand le processus il meurt, il l'enlève. Ok. Exemple, si je prends ici sur ma station, si je pars xeyes. Donc voilà, c'est juste pour les yeux, c'est bien, je voulais confirmer que je l'avais bien, donc c'est aussi c'était ça le but. Donc si je regarde le numéro du processus xeyes, donc on voit c'est 3245, donc ici hop, proc 3245. Donc oups, je vais pas mettre -L. Et là j'ai l'ensemble de l'information qui traite avec certaines de couleurs, etc. On va voir, pas tous les fichiers, mais on va voir quelques-uns. Et quand le processus y meurt, donc si je ferme xeyes et que je refais un ls du 3245, à ce moment-là, le répertoire n'existe plus parce que le processus n'est plus présent. Et ça, même quand je fais la commande ps, quand je fais toutes les commandes que je fais, paf, il crée le répertoire, il fout le data dedans, hop, c'est fini, il meurt. C'est pour ça que c'est pas un vrai file system, c'est un pseudo file system qui se fait très rapidement avec le kernel. Okay. Mais chacun a leur processus, donc ça peut être aussi parfois quand tu veux voir le processus, ah merde il est mort, par exemple un processus Apache, tu sais, la personne va voir le site web, il part pas un process par requête HTTP, mais ça se peut que je veux voir le process, le temps que j'y aille, que je regarde le numéro, que j'essaye de collecter l'information, le processus, il est fini, donc ça va être un nouveau PID. Donc c'est juste pour dire que c'est live, c'est constant. Okay. Donc si on regarde, je vais avoir à l'intérieur le CMD line, qui est la commande qui a été tapée à l'origine. Là on voit j'ai mon ADM user là, on voit bien le bash qui a été démarré ici. Si j'avais plusieurs arguments, je verrais les différents arguments qui seraient présents.
Bon, dans quel répertoire? Je vais peut-être en démarrer un autre. Tiens, je vais prendre mon X-Size. Je vais le repartir mon X-Size. Hop. Donc, là, évidemment, c'est pas le même numéro de process, même si c'est le même nom. Là, c'est un autre numéro. Il incrémente les numéros, puis quand il atteint un certain nombre, il retourne à un autre. Je sais plus la séquence exactement. X-Size. Donc, proc 3311. Hop. Color. Parfait. Là, si je regarde, donc la command line, c'est juste X-Eyes. On voit ici. J'ai le current working directory. D. CWD. Donc on voit, c'est un lien symbolique de où le processus il a été lancé. Donc on voit, quand j'ai tapé X-Eyes, effectivement j'étais dans mon home. Donc on voit, c'est le répertoire. Très intéressant, si on a un processus suspect, on se dit ok, donc il y a quelqu'un, il a démarré patate.sh, mais de où il a été lancé à l'origine? Est-ce qu'il a été lancé à partir d'un document root d'un site web? Est-ce qu'il a été démarré à partir du home d'un utilisateur? Donc ça nous permet de voir l'origine en fait du processus. Non, parce que c'était Apache qui exécutait pour notre problème qu'on a eu avec l'autre serveur. Là. J'avais pas un processus live à visualiser, malheureusement. Hein? J'ai le fichier environnement, où là je vois les différentes variables d'environnement qui étaient initialisées lors du lancement du processus. Donc là j'en ai énormément, et ce qui est assez embêtant, c'est que quand je fais un cat simple d'environnement, il m'affiche tout collé. Dans votre doc, là ils disent de faire un pipe dans TR. Hop, yeah! Vachement plus joli quand même. Ça c'est l'avantage de la formation, je le savais pas, d'habitude je me faisais tout le temps chier à le lire. Et donc j'ai appris ça, que je pouvais changer le /00 là. Donc là on voit, ça c'est l'ensemble des variables d'environnement qui étaient setées quand j'ai démarré mon X-Eyes. Ça veut pas dire que c'est utilisé par X-Eyes, mais j'avais l'ensemble de ces variables d'environnement qui sont définies à l'intérieur de mon bash. D'ailleurs, si j'en démarre un autre et que je fais env, on retrouverait grosso modo les mêmes variables d'environnement dans un bash, dans un nouveau bash que j'ai démarré. Ok. Encore une fois, j'ai un lien symbolique avec le exec, donc exec qui me permet de voir c'est quoi le vrai fichier qui a été démarré. Moi j'ai tapé X-Eyes, mais en fait il allait chercher à l'intérieur de ma variable path, il a parcouru l'ensemble de ses répertoires, il a cherché celui-là qui correspondait à X-Eyes, et là effectivement il a trouvé dans USR local bin, donc il l'a exécuté. On s'entend que ça aurait pu être avant dans un autre répertoire. Très intéressant, mais là je sais pas si je vais en avoir. J'ai un répertoire qui s'appelle FD. J'ai pas grand chose dedans. Je vais en ouvrir un autre. Mais ça en fait, ça me permet de visualiser les fichiers qui sont ouverts par ce processus. FD pour File Descriptor. Là, effectivement, j'ai juste X-Eyes, donc j'ai 0, 1, 2, puis le 3 qui est le socket vers mon interface graphique. Donc ça parle pas beaucoup. Mais si je regarde R6log, on va regarder celui-là, proc 447. Tiens, je vais faire une pierre deux coups. Hop, on voit que là j'ai un permission denied. Pourquoi? Parce que le processus R6logd ne m'appartient pas. Si on regarde, il appartient à l'utilisateur syslog.
pour Xeyes, c'est l'usager Tbootry qui l'a démarré. Donc effectivement, j'ai le droit d'interroger les informations du processus, mais là, n'étant pas propriétaire du processus, j'ai pas le droit de le faire. Il y a quand même parce que sinon, ça donnerait de l'information à ce processus-là utilise quel fichier, etc. Donc c'est par mesure de sécurité. Bien entendu, si je veux avoir cette information, je peux passer en tant qu'administrateur. J'en ai pas beaucoup plus, mais bon, ça va faire l'affaire. Donc j'ai quand même 0, 1, donc il va mettre ça dans var log syslog, effectivement, c'est le fichier de log. Var log hot, donc le fichier de log, et var proc kmessage pour afficher à l'écran s'il y aurait quelque chose. Oui. C'est une bonne question. Je pense que c'est parce que j'ai lancé la commande avec l'usager root, et vu que c'est un pseudo-système, on va juste faire confirmer avec celui-là de... non. Parce que le fichier il est ouvrable uniquement par... je sais pas. Rapidement comme ça, je ne sais pas pourquoi le propriétaire des fichiers ne correspond pas avec celui-là qui a démarré le process. J'ai un flou là-dessus. Ok. On voit que j'ai toujours minimalement 3 fichiers qui sont présents. 1, 0, 1, 2, 3. D'ailleurs, si je pourrais, ces 3-là, ils sont toujours présents. C'est à quoi ils font référence? Voilà, c'est le désavantage de ne pas être... Non. Ça se rappelle ça? Voilà. En fait, ils vont faire référence au std_in, donc le 0, donc les entrées dans le processus, le std_out, le processus de sortie normal, et le std err d'erreur 0, 1, 2. Donc j'aurai toujours minimalement 3 fichiers d'ouvert qui font référence à ces entrées-sorties de mon processus. Pas de secret là, tout se retrouve. Ok. Et ça c'est pas dans le texte, j'ai oublié de le mettre, c'est en le voyant que ça m'a sauté aux yeux, comme à vous d'ailleurs. Évidemment. Ah ouais, je sais, je vous ai coupé, mais c'est juste une question de problème de temps que j'ai dû... donc il y a aussi le fichier limits qui me permet de faire des limitations au niveau de mon processus, mais bon... le maximum de CPU time, etc. Que ça soit soft, donc il va juste donner un warning sur le processus. Un hard, ça peut pas être dépassé. Donc on va voir tout à l'heure comment on peut manipuler cette information pour pouvoir limiter un processus. Je peux aussi le nombre maximum de fichiers ouverts pour pas qu'il ouvre tous les fichiers. Donc ça va permettre de faire la gestion au niveau de mon processus. Donc on a plusieurs. Donc c'est vraiment pour collecter de l'information. On va pas modifier le processus directement. On a des applications qui nous permettent de faire ça, mais ça permet de collecter de l'information. C'est vraiment ça l'idée là. Mon CPU, mon processus, il est en cours de roule. Il roule actuellement. Il me dit que je peux pas ouvrir. Il dit max open file. Mais c'est quoi sa limite actuellement là? C'est bien beau que tu me dises mass open file, mais c'est-tu 100, c'est-tu 10, c'est-tu 1024? Au moins là je peux visualiser sur un processus qui roule actuellement, c'est quoi sa réalité. J'ai le fichier root
qui me permet de visualiser c'est quoi là pour ce processus la racine. Ok, ouais, on voit bah ouais, la racine du système c'est slash, ouais, c'est normal. Mais ça nous permet de voir quand il y a des processus qui sont ce qu'on appelle CH routés. Donc quand il y a des processus qu'on a faké, imaginons que j'aurais ce qu'on voit souvent c'est des serveurs DNS qui sont installés dans var spool chroot name, et là en fait lui tout son écosystème, donc il a un petit file system et il roule uniquement là-dedans, donc il peut pas monter plus haut, donc il peut pas voir le reste du file system. Et à ce moment-là, quand je ferai un LSD du root, je verrai ici pas slash mais la racine virtuelle pour ce processus. Ça arrive pour les processus web qu'on va faire ça, etc. Stats permet de visualiser la mémoire. C'était pas status, ça? Ouais, c'est un status. Hop. Je peux me voir son état, donc l'état du processus qui est en sleep, parce que il est en attente. PID, PPID, etc. L'information sur l'utilisation de la mémoire, le CPU, etc. Donc c'est vraiment juste de l'information système. En fait, quand on utilise la commande top, c'est ça qui va pouler. Il va pouler tout ce qu'il y a à l'intérieur de /proc et il récupère les informations avec ça. Okay. C'est pas mal tout, status, c'est ça. C'est d'ailleurs un petit problème avec top, parce que si mon système il est surchargé, donc le système il a de la difficulté à me répondre, là j'essaie d'interagir, puis là je me dis bon, c'est quoi le process qui prend du temps, qu'est-ce qui charge ma machine, je dis je vais utiliser top. Le problème c'est que top il va me charger lui aussi encore plus la machine en essayant de récupérer les informations dans /proc, etc. Donc tu sais, en fait, je m'aide pas. C'est à double tranchant cette opération. Donc, c'est pour ça que l'utilisation de la commande PS avec la visualisation du CPU, oui, ça va quand même charger la machine, mais c'est un one-shot. Donc, ça va me permettre de peut-être avoir moins de charge là-dessus. Et après, bon, ben, avec ça, je vais pouvoir aller collecter de l'information dans /proc si vraiment j'en ai besoin. Quoi? Oui, il y a un zombie. Tu le vois où? Ouais. Ouais, ok. Mon processus zombie, ce qui s'est passé, c'est que le processus parent, il a fini et il a été en wait. Le processus enfant était en wait du parent. Donc là, il est en zombie state parce que il sait plus quoi faire actuellement. Mais il doit être parti maintenant parce qu'il a dû s'arrêter lui-même. Non, il va me rester. Voilà. On va voir c'est lequel. C'est l'enregistreur qui est en zombie. Donc j'ai un processus enfant qui est en attente. Et si on regarde, ouais c'est ça. grep 2581. Son PPID c'est lui. 2488. Ah ben il est encore là. En fait lui il est en attente là. Il est en defunct. Lui il a démarré. Il s'est mis en wait du parent et il a un problème de communication avec. J'espère que ça va pas merder ma vidéo. Mais ça, on va le voir à la fin de la formation. Mais c'est bien parce que j'ai même pas couvert la présence des zombies à l'intérieur de la formation. Hein? Où tu vois le 42? Ouais, ok, ouais. Le temps, ouais, d'exécution, mais je l'ai parti un petit peu avant la formation, c'est pour ça. Ok. Donc ça, c'est la visualisation du top. Est-ce que je fais... On va revenir là-dessus. Ce qui est bien au niveau du top, c'est que ça me permet de visualiser l'utilisation du CPU au niveau de
avec le pourcentage, si on regarde, ça j'ai le pourcentage du user. Donc ça c'est ce que l'utilisateur utilise. Ce qui est utilisé système, donc par le kernel en lui-même. Le nice, donc s'il y a des processus dont la priorisation a été modifiée. Donc j'ai dit, toi prends moins de processus, toi prends plus de processus. On va le voir un petit peu plus tard. Idle. Wait access, donc ça c'est des processus qui sont en attente soit d'accès disque, soit d'accès réseau. Donc il y a un problème et il est en attente. Donc ça généralement ça va te monter ta machine assez en charge. Et on peut voir aussi la mémoire RAM et la mémoire qui est du swap, donc la partition qu'on a fait au début. Okay. Si on regarde avec top, en utilisant la touche 1, donc le chiffre, je peux avoir la division des différents process. Là ici j'ai deux corps, donc en tapant 1, je vois la division pour chacun des corps pour l'utilisation de mes processus. Je vais pas m'attarder, mais il y a plusieurs touches qui existent là, le M majuscule pour trier par mémoire, sorter ou killer des processus pour l'utilisation de top. Je vais pas m'attarder là-dessus, donc c'est vraiment vous aurez l'occasion de le voir par vous-même. C'est bon? Visualisation des fichiers ou ports ouverts, donc avec LSOF, bon, la liste Open File, qui me permet de visualiser les fichiers qui sont actuellement donc ouverts. Je vais reprendre celui-là. Je reprends ma machine virtuelle parce qu'il y en a moins de fichiers qu'avec un. Donc LSOF, comme je vous montrais, ici, il va lister l'ensemble des fichiers qui sont actuellement ouverts par le nom du process. Donc, je vais juste réduire un petit peu la taille. Bon, j'ai des permissions denied évidemment parce que je suis en simple utilisateur. Et là on va voir bon, le process LSOF, il a ça d'ouvert, etc. Bash, mon bash qui a. Là on voit les librairies, les DLL, l'équivalent, qui sont actuellement ouvertes par le processus bash qui est la première colonne. Le nom d'usager, le PID. Il donne le type de fichier, donc regular file. Et ici c'est character device, donc pour le nom PTS, mon terminal. Bien entendu, quand je suis en simple utilisateur, j'en ai beaucoup moins de fichiers. Ici 318, mais si j'utilise en tant qu'administrateur, donc là à ce moment je devrais en avoir 700 et quelques si je me réfère à 716. C'est juste parce que je l'ai vu ici, juste avant. J'aurais pas pu le deviner sinon. Bon, bien sûr, si je pourrais regarder pour SSH. Donc là, ah tiens, je vais le faire avec Xeyes. On va continuer avec lui. Là. Hop. Ouais, grep Xeyes. Je vais réduire un petit peu la taille. Voilà. Hop. Donc là, je peux vraiment visualiser face à un processus l'ensemble. Et là, on voit c'est beaucoup des DLL qui ont été, donc des librairies partagées qui ont été chargées. Et on voit les trois, le std in, std out et std ERR qui sont présents. Et le socket, ce socket là, c'est pour se connecter à l'interface graphique qui me donne la visualisation. Donc ça va être intéressant qu'on va avoir, par exemple, on essaye de démonter un disque dur. Donc j'ai une partition que je veux enlever parce que pour une raison X, et là il me dit device busy. Donc j'ai un processus qui utilise ce répertoire là. Pourquoi? C'est quoi? C'est qui? Est-ce que c'est bash? Est-ce que c'est un processus que j'ai exécuté qui est en train de faire une copie? Bon, au moins à ce moment-là, on peut visualiser LSOF. Là, je l'ai fait avec le nom du process, mais je peux regarder tous les fichiers qui sont ouverts à l'intérieur de Home. Bon, là, il y en a pas mal, là. Et je pourrais voir après, on se rappelle. Je grep avec Home. Tiens, on va s'amuser un petit peu. Je veux avoir les noms des processus.
Donc je vais faire un cut, je pense que c'est un espace. Je prends le premier champ, la première colonne, fill 1 séparé avec des espaces. Hop, donc là ça me donne uniquement les noms des processus. Et maintenant comment je fais pour avoir juste le nombre de processus unique? Hein? Donc je les trie, je les sort. Et après, je fais un unique. C'est bon. Non, unique, il va déjà me le faire en une fois. Si je veux avoir le compte, je vais mettre l'option "-c". C'est bon, tout est là. Donc là, on voit. Puis on va les ressortir par numéro. Hein? Tant qu'à être rendu là. Donc là, on voit, bon, je sais même pas c'est quoi ça. Donc là, on voit les différents processus. Donc j'ai 126 processus d'hommes qui accèdent à mon home. Un home. Ça veut pas dire que c'est le mien. Ok, oups. Donc, LSOF. Ce que je veux bien sûr, ça peut être pas juste un répertoire, hein, ça peut être quelque chose, un DLL spécifique. Donc ça va me permettre de récolter de l'information. Et où il va chercher ça, donc comme d'hab, dans proc, le numéro du process, là, j'ai pas de... Si je fais 7, 0, 9, peu importe lequel je prends, à l'intérieur, il y en aura au moins 3, voilà, il y en a pas mal. Bon, c'est quoi ça? Ça va être un processus... modem management. Ok, donc on voit, mais bon, peu importe, c'est comme ça qu'il a récupéré l'information. C'est sûr que là j'ai pas mal de sockets, là, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, avec LSOH, puis c'est pas juste les fichiers, je pourrais avoir le port 22. Je suis pas sûr de la syntaxe pour ça. Localhost, non, ça c'est ma connexion SSH que j'ai établie. Ah, je suis pas en route. Je devrais avoir le listen qui est quelque part. Là, je le vois pas là, mais je vois la connexion. Ici, on voit la connexion TCP que j'ai établie sur le port 2222 quand je me suis connecté à ma machine virtuelle, mais je vois pas le listen actuellement. Peu importe. Well, on s'écarte. Ok. Parfait. Puis là, on va finir sur l'explication du load average. Cool. C'est pas mal ça. Ok. Et mon load, il est haut. Ok. Donc, comment on peut voir l'utilisation du processus de la charge sous Linux? Ce qui est utilisé et ce qui est reconnu, c'est le load average. Donc, c'est une moyenne de la charge qui est disponible. Donc si on regarde, j'ai 3 chiffres, ici 257, 285, 274. Le premier chiffre, c'est le load à la dernière minute qu'il y a eu, donc la charge sur la machine. 5, donc le 295 c'est après 5 minutes, et le 274 c'est après 15 minutes. Donc ça me permet de voir une historique de ma charge de ma machine. Évidemment, là, on est en train de faire l'enregistrement. Je suis en train de faire l'enregistrement vidéo. J'ai une machine virtuelle et on m'a pas fourni une grosse machine. Donc, là, le système, il est en demande. Mais actuellement, on l'a bien vu quand j'utilisais. Bon, on va me dire, ouais, tu utilises juste du shell. C'est sûr que ça ne demande pas beaucoup de ressources. Puis tu fais juste browser une page que tu as déjà loadée. Fait que, on va pas me dire que tu vas voir le problème. Mais la machine, elle est chargée, mais pas énormément. Un petit peu, là, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que le load average, comment il fonctionne? Je trouve la bonne phrase. Ouais. Fait, c'est les processus qui sont en attente. Ok. Donc, quand j'ai une charge de 2 ici, c'est-à-dire que j'ai 2 processus qui sont en train de rouler sur le CPU. Donc j'ai 2 processus live qui demandent, qui ont besoin de travailler. En fait, j'en ai
2.5. Par exemple, j'ai un processus qui est en attente, mais il n'arrive pas à le fournir. Vu que j'ai deux CPU sur ma machine, du moins j'ai deux cores, ben j'ai les deux processus. Oui, ils travaillent en même temps, mais je suis à 100% de ma capacité. Donc, il utilise vraiment le système, mais il en arrache pas. Effectivement, si j'étais rendu à 3, ben là, la machine commencerait un petit peu à ralentir tranquillement. Parce que j'ai juste deux processus, ça veut dire que j'ai tout le temps un processus qui est en train d'attendre, il attend d'avoir du temps de CPU, donc il est obligé de ralentir. Pourquoi? Parce que comment ça fonctionne sous Linux, sous Unix principalement, là. J'ai des CPU qui me sont disponibles, et ce qui passe, c'est, hop, j'ai un process qui passe à toutes les X temps sur le CPU. Hein? Le système Linux, c'est un peu con, mais c'est monotâche, CPU. Là. Je veux dire, il en prend un à la fois, puis il passe ça à toutes les nanosecondes. Là, vu que j'ai plusieurs CPU, il réussit à passer plus de process. Mais en fait, ça reste que c'est un à la fois qui se passe très très rapidement. Donc, on a l'impression que c'est multitâche, mais ça change rien qu'il y a juste un moteur. Ou plusieurs moteurs si j'ai plusieurs corps, là. Mais bon, en même temps, il peut pas utiliser plus que ça. Donc ici, mes deux CPU sont utilisés de manière constante et j'en ai un qui essaye d'en avoir accès en plus avec mon 2.5 qui est là. Okay. Donc c'est pour ça que là il donne l'exemple avec un CPU. Si c'est plus petit que 1, ça va, donc j'ai pas de problème. En fait, c'est plus petit que le nombre de CPU. Si c'est un 1, ça veut dire que j'ai tout le temps un process qui est en cours d'utilisation, et si c'est plus haut que mon nombre de CPU, ça reste que le système est assez chargé. De corps? Ça dépend du nombre de CPU là. J'ai jamais eu d'un système assez volumineux qui me permettait de. Je sais que les environnements de perf qu'on a ici, ils en ont. Quand tu fais 1 sur top, ça remplit ta terminal là, donc ils en ont énormément là. Enfin, je peux me connecter vu que je suis pas sur le réseau là, mais c'est des machines de perf où là il y en a beaucoup, fait qu'elles sont jamais chargées. J'ai jamais eu tapé en fait, j'ai déjà eu des machines avec du load de 150 ou donc là c'est des machines elles en arrachaient parce que j'avais pas 150 CPU là. Mais donc j'ai pas vu de où à un moment donné il disait wow après que la machine elle crash puis elle répond plus du tout, puis à ce moment-là je vois plus le load là. Tout simplement, mais je sais pas s'il y a une limite. En tout cas moi je la connais pas. Il y en a peut-être là, mais je suis pas au parfum là. Ok? Fait que je vais arrêter là, puisqu'on fera mardi prochain. Désolé Laura. C'est la priorisation des processus. Donc on va voir comment utiliser Nice pour dire toi prends plus de CPU, toi prends moins de CPU. On verra aussi comment aussi prioriser l'accès au disque, le CPU limite, mettre en background, foreground les processus, et surtout on va voir le système des signaux. Donc comment envoyer des signaux au processus pour pouvoir gérer, pour qu'il relise le config. Et là on n'aura pas le temps. Hein? Ouais. Puis on aura l'occasion de voir après le SSH. Ça va être cool. Voilà.